proactive, de façon à fournir une vision, à contribuer à définir cette société numérique que nous voulons construire. Ça ne sera pas facile, mais c'est notre responsabilité à tous. Et sur ces quelques mots, j'espère que vous aurez une excellente journée de discussion. Merci beaucoup, Bertrand de la Chapelle, pour ces messages et ces réflexions. Alors, nous allons passer à la plénière d'ouverture. Avant la pause café, on va aller se rafraîchir tout à l'heure. Et je demande de nous rejoindre sur scène. Je demande à Madame la députée Paula Forteza de venir nous rejoindre. Alain Assouline, président élu du Sinov IT. À Pierre Bonis, directeur général de l'AFNIC. Sébastien Soriano, président de l'ARCEP. Et Salwa Toko, présidente du Conseil national du numérique. Cette plénière d'ouverture qui est modérée et animée par Lucien Castex de l'université Sorbonne Nouvelle. Bonne plénière et à tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, sans plus de discussion, je vais faire la transition avec le message que nous a transmis Bertrand de la Chapelle. Effectivement, il faut une régulation du numérique. Et pour parler de cette régulation du numérique, eh bien, nous avons souhaité inviter un certain nombre d'experts que je vais vous présenter très rapidement. Le Forum sur la gouvernance de l'Internet, c'est cette volonté d'être un lieu d'échange, c'est cette volonté de débattre avec toutes les parties prenantes, autant les parties prenantes de la société civile que les parties prenantes gouvernementales, que les entreprises, autant les ONG. Et justement, nous avons souhaité étendre cette discussion sur la régulation, qui est un sujet particulièrement important, qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, avec, d'une part, des réflexions sur les données personnelles, sur la sécurité des systèmes d'information, et une volonté de constitutionnaliser, de protéger, de consacrer certains droits numériques, de les faire rentrer dans l'un de nos textes les plus sacrés, la Constitution de 1958. Et alors, pour en parler, nous avons, d'une part, Alain Assouline qui est président de l'école de formation de développeurs Webforce 3 et qui vient d'être élu président du Sinov IT, qui est le syndicat des TPE-PME et indépendants du numérique, dont le mandat débutera en janvier prochain. Nous avons également Pierre Bonis, qui est directeur général de l'AFNIC, qui, après un passage en cabinet ministériel, eh bien, est depuis 2017 le nouveau directeur général de cette autorité de nommage du Point FR et des autres CTLD français. Nous avons ensuite Paola Forteza, députée de la 2e circonscription des Français à l'étranger, ancienne d'État Lab, et qui a notamment été rapporteure du projet de loi qui a adapté en droit français le règlement général pour la protection des données, et qui aujourd'hui est coprésidente du groupe de travail sur les droits et libertés constitutionnelles à l'ère numérique, qui porte justement ce projet de charte du numérique dont je pense on va pouvoir discuter. Nous avons ensuite Sébastien Soriano, qui depuis 2015 est président de l'ARCEP, autorité de régulation des communications électroniques et des postes, et qui en décembre 2015 a été élu à la présidence du régulateur européen, l'ORES, ou parfois le BEREC en anglais, et qui aujourd'hui en est le vice-président. Enfin, nous avons Salwa Toko, qui est fondatrice et présidente de Becomtech, association nationale qui œuvre pour la parité dans le numérique et l'informatique. Ancienne de la fondation Agir contre l'exclusion, elle a été nommée récemment présidente du Conseil national du numérique. Alors la question qui nous occupe maintenant, c'est justement la régulation pour reprendre la main. Comment peut-on reprendre la main sur la régulation du numérique ? Et je vais donner la parole à Sébastien Soriano. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en 2 mots le rôle de l'ARCEP comme gardien de l'Internet ouvert, et nous éclairer sur ce que vous voyez de la régulation d'Internet ?
Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Oui, l'ARCEP est le gardien de la neutralité du net, qui est un principe qui est ancré maintenant dans un règlement européen, et donc qui donne du pouvoir à tous les régulateurs nationaux de vérifier que cette neutralité du net elle est respectée dans chacun des pays, des 28 pays membres de l'Union européenne. Je vais être très court, juste pour dire que j'ai l'impression qu'il y a deux consensus qui sont qu'il faut réguler et qu'il faut que ce soit à l'échelle internationale. Et donc, je vais commencer par dire que je ne suis pas d'accord avec ces deux consensus pour mettre un peu d'ambiance. Donc, moi, je pense que l'enjeu, ce n'est pas de réguler. Ou pour être plus précis, c'est de réinventer vraiment en profondeur la régulation. Ce que j'ai essayé d'exprimer par une expression qui est que pour réguler les nouveaux barbares, il faut barbariser la régulation. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à résoudre les problèmes de demain avec les instruments d'hier. Et donc, il y a une vraie réflexion là-dessus. Et je crois que ce qu'on a inventé avec la neutralité du net pourrait préfigurer le type d'approche qu'on pourrait utiliser. Qu'est-ce que c'est que la neutralité du net ? C'est une régulation qui est là pour donner du pouvoir. C'est une régulation qui dit que Internet, le succès énorme d'Internet, il tient au fait que personne ne le contrôle, que c'est un réseau qui est décentralisé, enfin, c'est un ensemble de réseaux pour être plus précis, et que l'intelligence est à l'extérieur, à la marge du réseau. Et donc c'est vraiment un principe, une clé de voûte qui construit une architecture de liberté, on pourrait dire, c'est-à-dire qui va donner du pouvoir, faire ce qu'on appelle permissionless innovation, c'est-à-dire permettre à tout le monde d'innover sans aucune autorisation, de s'exprimer. Et donc c'est ce type de clé de voûte, je pense qu'il faut qu'on réussisse à inventer pour les nouveaux défis de régulation, ou est-ce qu'on appelle ça une régulation ou pas, pour le numérique. C'est-à-dire pas des régulations interventionnistes, pas des régulations qui viennent micromanager le comportement des acteurs économiques, ou qui viennent interdire et punir, mais qui viennent créer un cadre qui donne du pouvoir, donc qui donne du pouvoir aux citoyens, qui donne du pouvoir à la société civile, qui donne du pouvoir aux acteurs économiques qui veulent produire des alternatives, y compris des alternatives au big tech, et faire en sorte que, à la fin de la journée, les citoyens, les consommateurs aient le choix, et que par ce choix, on puisse discipliner le pouvoir de marché des acteurs économiques. Donc c'est typiquement le genre de réflexion, me semble-t-il, qu'on pourrait avoir. Pourquoi je ne crois pas non plus à une régulation internationale ? Parce que, comme ça a très bien été dit par Bertrand de la Chapelle, on est très 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 loin de pouvoir rêver d'un consensus à l'échelle mondiale. On est même loin d'en pouvoir rêver d'un consensus à l'échelle européenne. Je crois qu'il faut être assez réaliste sur ce sujet. Et donc, il faut profiter, je pense, de cette agilité que peut nous donner des nouvelles approches de la régulation pour avancer avec des agendas qui soient évidemment au bénéfice de l'intérêt général, au bénéfice de tous, mais sans nécessairement attendre que tout le monde se mette d'accord. Alors c'est un peu ce qu'on a essayé de faire à l'échelle de l'ORES, du BEREC, qui est l'organe des régulateurs européens, puisque ce qu'on s'est dit, c'est qu'en voyant nos camarades des États-Unis quitter le principe de la neutralité du net au moment même où nous étions dotés de cette protection, on s'est dit que peut-être que nous, régulateurs, il fallait qu'on réfléchisse à faire des alliances pour essayer de propager ce principe de la neutralité du net. Et donc on a construit une première alliance dont on est assez fier avec l'Inde. L'Inde qui sera en 2050 le pays le plus peuplé du monde, qui est un pays qui est une démocratie, on le rappelle jamais assez souvent. Et donc, grâce à cette déclaration commune que nous avons eue entre le régulateur indien et le régulateur européen, on peut dire aujourd'hui que les deux plus grandes démocraties partagent une vision de la neutralité du net. On peut espérer que ça montre que d'autres démocraties qui ne partagent pas nécessairement ces principes ne sont pas la règle, mais sont finalement l'exception. Donc voilà typiquement le type de propagation des principes auxquels on pourrait réfléchir. Voilà, j'en dis pas plus. Donc vous avez bien compris, l'enjeu, c'est pas de construire des cathédrales, c'est de construire juste la clé de voûte qui permet que l'ensemble tienne. Et je suis très heureux que le gouvernement ait annoncé des états généraux des nouvelles régulations du numérique, me semble-t-il que c'est l'expression consacrée, donc ont été annoncés par le président de la République, le Premier ministre et Mounir Majoubi. Et évidemment, l'ARCEP sera très heureuse d'y participer si elle est invitée. J'en profite pour remercier les ARCEPiens, enfin plutôt les saluer,
pour leur engagement dans la construction de cette journée. Vous donnez rendez-vous aussi en octobre 2018, où nous aurons des ateliers autour de l'IPv6 et de comment favoriser la transition vers l'IPv6 avec l'IGF et l'ISOC France. J'en profite par une annonce perso pour dire que si jamais vous aviez la gentillesse de bâcher un monsieur sur Twitter qui s'appelle Fabrice Lundy, Lundy, il est en train de s'essuyer les pieds sur moi parce que j'ai refusé de participer à un panel où il n'y avait que des hommes. Voilà. Je referme la parenthèse. Merci. Merci Sébastien Soriano. J'aime beaucoup votre expression, une régulation pour redonner le pouvoir, en effet, pour redonner le pouvoir aux utilisateurs, pour essayer d'ouvrir la régulation. Et cela m'amène à donner la parole à Paola Forteza. Vous êtes au cœur du processus législatif. Comment est-ce que vous voyez cette régulation, notamment cette régulation par la loi? Est-ce que cela vous paraît le modèle le plus adapté? Alors, déjà, je voudrais dire que c'est difficile d'être législateur et d'être spécialiste du numérique parce qu'on a déjà du mal à faire comprendre les enjeux qui sont assez techniques à nos collègues, aux responsables politiques, et que c'est un travail de longue haleine avec des efforts au quotidien. Mais c'est aussi difficile parce que c'est un sujet qui évolue très rapidement et on sait que la loi, l'outil de la loi est toujours en retard et qu'il faut qu'on trouve d'autres façons de réguler. Mais on s'est creusé la tête avec notre équipe et on a trouvé deux voies d'action à travers la loi, à travers l'action du législateur pour pouvoir avancer dans le bon sens. Le premier est de dire il y a quand même quelques principes généraux de la vision du numérique française que l'on veut défendre à l'international, qui fondent notre action législative, qui fondent notre action publique et que nous pouvons inscrire notamment dans la Constitution. Donc ça tombe bien parce que nous avons une révision constitutionnelle qui approche avec des séances publiques à partir de la semaine prochaine. Et donc nous avons travaillé avec ce groupe de travail mixte entre le Sénat et l'Assemblée, transpartisan, pour aboutir à un projet de charte du numérique sous le modèle de la charte de l'environnement, où nous voulons mettre en place ces quelques droits qui viennent réaffirmer l'indépendance des institutions françaises face aux géants du web, par exemple, la souveraineté du peuple français en lien au numérique, mais aussi, disons, l'égalité des droits, la défense des libertés fondamentales dans un contexte de fracture numérique où, si nous ne prenons pas quelques précautions, nous allons finir par avoir dans les faits une citoyenneté à deux vitesses. La citoyenneté des gens qui accèdent à Internet, qui savent utiliser et qui maîtrisent les outils du numérique, et la citoyenneté de ceux qui n'y arrivent encore pas. C'est-à-dire que le numérique est devenu vraiment une condition pour l'exercice de certains droits et libertés fondamentales, ce qui justifie que ce sujet soit traité au niveau constitutionnel. Donc nous réfléchissons à un petit nombre de droits sur lesquels il y a un certain consensus. C'est le droit d'accès à Internet, c'est la neutralité du net, c'est le droit à l'information, c'est le droit à l'éducation au numérique. Donc voilà, tout un tas de droits qui sont déjà traités dans le droit français, dans le droit européen, mais qu'il faut pouvoir protéger dans la durée, au moment même où ils sont remis en cause au niveau international. Donc voilà une première voie d'action sur laquelle le législateur peut intervenir sur ce sujet et sur lequel on espère pouvoir avoir un soutien des acteurs ici présents aujourd'hui. La deuxième voie est ce que j'aime appeler la régulation par la société. C'est-à-dire que la loi ne viendra pas, disons, réguler de façon très, très précise, très concrète, en mettant les détails de ce que doivent faire les uns les autres, mais plutôt va venir mettre en place un cadre qui va rééquilibrer les relations de pouvoir entre les utilisateurs
et les grandes plateformes et les opérateurs. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Quelques exemples. On a eu déjà à travers le RGPD quelques dispositifs intéressants. Par exemple, la portabilité, le droit à la portabilité, qui redonne le choix à l'utilisateur et qui lui permet d'avoir des alternatives beaucoup plus larges pour pouvoir changer d'un service à l'autre. On a l'action de groupe qui a été mise en place où les citoyens peuvent s'organiser pour porter, disons, des revendications de façon collective sur des sujets qui sont très techniques et où les démarches sont parfois difficiles à entreprendre de façon isolée. Nous avons eu notamment il y a quelques jours un débat aussi dans le cadre de la loi Fake News où nous avons porté un amendement qui demande aux plateformes de publier des données sur l'impact des algorithmes sur la mise en avant d'un certain type de contenu pour pouvoir, disons, identifier quelle est la responsabilité de certains algorithmes sur la propagation des fausses nouvelles. Donc c'est une approche de régulation par la donnée où on donne vraiment toutes les ressources à la société civile pour que de façon indépendante, il puisse y avoir des études par des chercheurs, par des associations qui puissent voilà, éclairer le choix de chacun. Nous avons aussi, voilà, tout ne passe pas par la loi, parce que c'est vrai que l'action aussi de certains régulateurs va dans le bon sens. Par exemple, quand l'ARCEP fait du crowdsourcing ou du signalement en s'appuyant sur l'avis des citoyens, je crois vraiment que ça va dans le bon sens. Quand la CNIL lance un laboratoire d'innovation pour échanger avec certaines communautés et mettre en place des nouvelles pratiques, ça va aussi dans le bon sens. Donc, on commence à voir émerger tout un tas d'approches différentes, alternatives, où on donne les ressources aux citoyens pour que chacun devienne en lui-même un régulateur. Donc je crois que c'est dans cette voie qu'il faudra qu'on se lance. C'est disons, des réflexions qui ne font que émerger, que commencer. Et je crois que dans le cadre justement de ce travail qui va être lancé par le gouvernement, nous pourrons réfléchir notamment à ces nouvelles formes de régulation et à comment on peut s'adapter dans un contexte où il faut agir de façon agile, rapide et où il faut redonner du pouvoir à chaque citoyen, à chaque consommateur. Donc voilà pour moi. Merci Paola Forteza. Alors, cela m'amène à interroger Alain Assouline. Vous êtes représentant des TPE-PME. Vous êtes représentant des TPE-PME. Comment est-ce que vous abordez la question de la régulation? Est-ce que vous pouvez exceptionnellement être bref et nous vous redonnons la parole, car Salwa Toko, qui est avec nous, doit nous quitter dans quelques minutes. Alors qu'elle parle maintenant. Alors Salwa Toko, comment... Je suis vraiment désolée. Comment... Je suis attendue sur une autre conférence, je suis vraiment désolée. Salwa Toko, comment est-ce que vous voyez la régulation? Comment vous réagissez à ces propositions de Sébastien Soriano, de Paola Forteza sur la régulation, sur la manière de redonner aux citoyens, quelque part, une autre place? Alors, merci beaucoup de m'avoir invitée. J'ai un début en fait, de présidence du CNUM un peu chaotique. Beaucoup de choses dues à l'historique des événements qui se sont passés. Alors, moi, j'ai commencé en fait à réfléchir et à travailler sur la question de la régulation au vu en fait des actions associatives que j'ai eu à mener, et notamment quand j'ai créé en fait, j'étais à l'origine en fait de l'initiative Wi-Fi, qui est un programme qui incite les filles dès l'adolescence à s'orienter sur les métiers techniques de l'informatique, pour que justement les femmes fassent partie, elles aussi, de la création du monde de demain et non pas rester de simples consommatrices. Et là, j'ai pu observer en fait quel était l'usage et quelle était l'approche en fait que les adolescents, de manière globale, pouvaient avoir face à Internet. Et est-ce que c'est mieux? Oui, c'est bien mieux? Je vous en prie. Merci de l'avoir signalé. Donc voilà, donc j'ai commencé donc à réfléchir à comment se fait-il que nous, adultes, qui avons vécu donc les débuts d'Internet,
qui en avons profité, qui l'avons applaudi, utilisé, et ont pu laisser en fait des dérives telles que nos enfants aujourd'hui sont confrontés à un Internet qui est extrêmement dangereux. C'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, et c'est parce que je travaillais avec des adolescentes, parce que les parents ne sont pas forcément au courant, qui se sont confiés à nous, que j'ai pu constater en fait que les adolescents, les jeunes, n'avaient pas du tout le même usage que nous les adultes. Je suis ravie qu'aujourd'hui, en tant que présidente du CNUM, je vais pouvoir en fait m'emparer aussi de ces questions, réfléchir avec l'ensemble des citoyens, l'ensemble des experts, de toutes les parties prenantes, pour voir effectivement comment est-ce qu'on s'attaque à ça. Alors je partage complètement l'avis de Sébastien qu'à l'échelle internationale, ça va être très très compliqué. Tout le monde n'a pas la même vision que nous, en fait, du numérique, de l'usage d'Internet. Et quand je parle de nous, je parle de la France, de l'État France, de nous, citoyens français. Grosso modo, vous avez le bloc États-Unis, le bloc Chine, puis quelques petites choses qui grappillent autour. En Chine, on est très sécuritaire. Aux États-Unis, on est complètement libertaire. Donc, comment est-ce qu'on se situe entre les deux ? Nous, on est plutôt humanistes. Nous, on est le pays des droits de l'homme et du citoyen. Donc, comment est-ce que... et je pense qu'il faut qu'on le prenne en perspective, qu'on remette en fait vraiment, qu'on mette toutes ces réflexions que nous sommes en train de mener actuellement dans cette perspective. Et effectivement, la mise en place d'une charte adossée à la Constitution, peut-être un premier début, effectivement, pour vraiment poser les principes en fait de l'usage d'Internet et du numérique. On vient d'être saisi effectivement par monsieur le ministre Mounir Mahjoubi sur la mise en place en fait des états généraux de la régulation des plateformes. Il faut agir effectivement maintenant. C'est maintenant qu'il faut commencer à agir pour construire en fait l'usage du numérique dans les 50 à 100 années à venir. Et c'est maintenant que ça se construit. C'est maintenant effectivement qu'on est en devoir, qu'on a le devoir en fait de le faire. Il y a plusieurs formes. Je suis désolée de ne pas avoir le temps de pouvoir expliquer les premiers débats en fait que nous avons commencé à avoir au sein du Conseil national. Nous venons de faire notre plénière. Notre première plénière a eu lieu hier matin. Donc on a commencé en fait à réfléchir comment s'organiser. Mais il y a une chose quand même que je voudrais vous signaler qui va nous permettre de pouvoir travailler tous ensemble. C'est qu'au-delà de cette saisine des États généraux sur laquelle nous allons devoir travailler, nous mettons en place un forum pour pouvoir justement recueillir l'ensemble des avis, des interpellations citoyennes de la part de la société civile, des grands réseaux, entreprises, syndicats et autres, pour justement lancer le débat, réfléchir vraiment tous ensemble. Parce qu'il y a une chose, et là je reprends ma casquette Bikram Tech, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, quel que soit ce que nous allons mettre en place, quelle que soit la régulation que nous allons mettre en place, quels que soient les moyens que nous allons nous donner, ce doit être des moyens qui répondent autant aux femmes qu'aux hommes. Parce qu'aujourd'hui, Internet est un monde d'hommes. Le numérique est un monde d'hommes et il est dangereux pour les femmes. Donc nous devons être très 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 attentifs au fait que quand on mettra en place des régulations, quand on mettra en place des principes de fonctionnement, d'usage, de valeur, que ça corresponde aux deux genres, véritablement aux deux genres, et que peut-être déjà faire en sorte qu'il y ait plus de femmes aussi qui participent au débat, pour que vraiment nous soyons en phase avec la société que nous voulons créer, et peut-être que ça autorégulera déjà un petit peu le système. Voilà, qui est très déviant aujourd'hui et qui, moi, m'interpelle énormément. Je n'ai pas d'enfants. Par contre, j'accompagne depuis maintenant quelques années une centaine de jeunes filles dans leur prise en main en fait, du numérique pour qu'elles en deviennent, de vraies créatrices. Et je suis très inquiète de la manière en fait, dont les choses leur sont montrées, comment les choses leur sont poussées au travers de leurs usages. Ça peut avoir un impact véritablement dramatique sur leur évolution, sur leur vie d'adulte plus tard. Et c'est de notre responsabilité, nous adultes aujourd'hui, de mener en fait ces réflexions et d'associer aussi justement
c'est les adolescentes et les adolescents, parce que les garçons et les filles sont touchés par cette violence et ces contenus illicites en fait sur le web, de les associer, parce que eux peut-être justement pourront barbariser. Eux sont au cœur du système. Eux comprennent quelquefois bien plus facilement que nous. Je ne dis pas qu'ils l'utilisent bien, je dis juste qu'ils le comprennent mieux. Ils ont une intuition qui est plus rapide que nous. Moi, j'ai très récemment appris à utiliser Snapchat. Je ne comprenais absolument pas la nécessité de ce réseau. J'ai compris, j'ai appris. Ok. Donc, ils peuvent nous aider, ils peuvent nous accompagner. Ne restons pas sur notre positionnement d'adultes experts. Jusqu'à présent, finalement, sur Internet, ça n'a pas donné quelque chose de vraiment glorieux. Donc, n'hésitons pas à tendre la main vers un public qui va, lui, de toutes les façons, l'utiliser de manière encore plus massive que nous et qui peut-être a déjà des pistes de solutions ou, en tous les cas, va pouvoir nous aider à créer de nouvelles pistes de solutions qui vont nous amener à pouvoir vivre un numérique humain, humaniste, citoyen, responsable, républicain. Et peut-être qu'à ce moment-là, l'Europe, les autres pays européens nous suivront, parce que ça correspondra, nous avons quand même un principe des valeurs européennes que nous partageons, sinon on n'existerait pas en tant qu'Union européenne, et qu'à ce moment-là, peut-être que l'Europe pourra faire face en fait aux blocs qui sont en face de nous, parce que n'oublions pas qu'il y a un continent qui est oublié, c'est celui de l'Afrique, qui pour l'instant est encore plus que de balbutiements de son usage, et que ce serait dommage qu'ils soient envahis par les deux autres blocs qui nous gênent un petit peu. Voilà, je suis désolée, je vais vous laisser. J'espère que les débats seront, je n'en doute pas, ils seront fructueux, productifs. J'espère que nous aurons l'occasion de continuer ces débats, donc à travers le forum que nous mettons en place et toutes les initiatives de concertation que nous allons mettre en place pour pouvoir répondre à cette saisine sur les états généraux. N'hésitez pas, en tous les cas, je suis joignable très facilement sur LinkedIn. Donc, interpellez-moi, il n'y a aucun problème. C'est ce que m'ont appris les jeunes. Il faut rester ouvert. Donc, sur Twitter, sur Snapchat, on me trouve facilement. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis encore vraiment désolée de vous lâcher aussi rapidement. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Salwa Toko. Alors, après l'humanisme numérique, effectivement, je vais redonner la parole à Alain Assouline. Alors Alain, comment vous voyez, de votre point de vue, la régulation ? Est-ce qu'il y a des écueils que vous pensez qu'il faille éviter ? Quelle est votre réaction aux propos précédents ? En fait, je pense qu'il y a déjà tellement de choses qui ont été dites auxquelles j'adhère totalement. Et en fait, la façon dont les entreprises du numérique, en particulier celles qui ont nos entreprises françaises, ont commencé à aborder la question, mais en général dans le monde, quand le numérique a commencé à donner à prendre cette ampleur dans l'activité économique que nous pouvions avoir, en fait, on était à la recherche de l'efficacité, de la meilleure manière de toucher le client, de la meilleure manière de produire, de s'organiser. Et en fait, on n'a, c'est vrai, pas vu arriver ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire le fait que au nom de cette efficacité, on était en train de toucher des questions fondamentales. Et à la question quelle société numérique nous voulons, en réalité, on n'est plus à quelle société numérique nous voulons, mais quelle société nous voulons. Et c'est pour ça que mon sentiment, parce qu'en même temps, on a besoin des données pour notre économie, on a besoin des données, ce qui était dit tout à l'heure, pour mieux soigner, pour mieux faire plein de choses. Donc la question qui est posée, c'est finalement de considérer... Je pense que si on considère la régulation uniquement d'un point de vue d'un ensemble de règles et de lois, c'est-à-dire de façon défensive, je pense qu'on va perdre, parce que... on le sait, les règles et les lois peuvent être bousculées par
par des enjeux économiques, par des enjeux sociétaux qui viennent très très fort. Et donc je pense que évidemment, je suis absolument pour la régulation et je pense que c'est fondamental. Simplement, je pense qu'il faut avoir une attitude offensive sur ce terrain-là. Et en particulier, je pense que finalement, les régulations qui fonctionnent bien, c'est celles qui reposent sur des valeurs, sur une éthique. Et je dirais presque sur cette question de la régulation, on est déjà, parce qu'on est bousculé par ce qui s'est passé, par le fait qu'on était surpris par l'ampleur que prenait le numérique dans nos sociétés, on est déjà en train de parler de régulation alors qu'on n'a pas encore défini quelles sont les valeurs de façon fondamentale. Et je pense qu'il ne faut donc pas oublier ça. C'est-à-dire qu'en effet, il nous faut redéfinir une éthique du numérique, enfin, pas une éthique du numérique, une éthique à l'ère du numérique. Merci Alain Assouline. Alors, une éthique à l'ère du numérique, effectivement, cela m'amène à poser une question à Pierre Bonis. Vous avez une position particulière au niveau d'un registre, une vue surplombante. Comment est-ce que vous voyez cette régulation ? Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Oui ? Bon. Donc, merci Lucien pour l'autorité de nommage et la position de surplomb, ça nous rend vraiment bien sexy. Moi, évidemment, je souscris à un grand nombre de choses qui ont été dites avant. Évidemment, on n'est pas une autorité, donc on régule pas. Donc c'est pour ça que je rebondissais là-dessus, Lucien. On n'est pas là pour réguler, on est un service support, le .fr, du développement de l'économie numérique. Alors il y a des règles. Les règles, c'est comme des contrats. Enfin, je veux dire, quand vous profitez d'un service, vous en profitez selon un certain nombre de règles. Pour autant, on n'est pas un régulateur et on n'est pas une autorité. Moi, ce que je voudrais dire là, c'est que je pense que le débat est très intéressant, mais en même temps, il y a un petit glissement sémantique qui n'a certainement pas échappé à Bertrand de la Chapelle d'ailleurs, qui est qu'on est passé de la gouvernance à la régulation. Alors, c'est quand même pas exactement la même chose. Par exemple, si on reprend l'exemple qui est donné très souvent, ou l'analogie qui est donnée de temps en temps sur le fait qu'Internet soit un continent virtuel, est-ce qu'on régule un territoire ou est-ce qu'on le gouverne ? En général, on le gouverne, on ne le régule pas. C'est compliqué. Et donc, je vais repasser à la gouvernance, pour ce qui me concerne. Pardon. Parce que, au fond, qu'est-ce que c'est que la gouvernance ? C'est faire en sorte que un territoire ou une entité puisse permettre à ses habitants ou à ses usagers de déployer leurs droits, leurs activités, leur vie dans un cadre commun qui est un cadre de droits et devoirs. Ça, c'est la gouvernance. Et la régulation, après, elle arrive en disant attention, s'il y a des abus, il faut qu'on les limite. Alors, c'est une régulation économique, c'est une régulation... en général, on parle de régulation économique, d'ailleurs. On parle rarement... Enfin, moi, je ne sais pas, quand j'entends parler de régulation de la liberté d'expression, par exemple, ça me fait un peu peur, vous voyez. Bon, je préfère entendre parler de loi sur la presse et la liberté d'expression que de régulation sur la liberté d'expression. Bon. Donc, au fond, qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on cherche à faire aujourd'hui ? On se demande, il me semble, si cette réalité qu'est Internet, c'est une réalité, c'est pas virtuel. D'ailleurs, c'est une réalité physique. Et puis, c'est une réalité d'usage pour des milliards d'utilisateurs. Est-ce que cette réalité, elle peut être soumise d'une manière ou d'une autre au même consensus sur les lois et les droits et devoirs que la réalité physique, la cour de l'école, la rue, la place publique, etc. Est-ce que les lois qui s'appliquent
à notre vie de tous les jours peuvent s'appliquer de la même manière à Internet, avec effectivement la territorialité de la loi. Mais au-delà de la territorialité de la loi et de ces détails, est-ce que les grands principes, est-ce que les grands droits humains, la protection des données personnelles, la protection de la vie privée, la liberté d'expression, la protection de la propriété, qui est aussi un droit humain, je le rappelle, hein, pour ceux qui pensent que Internet est uniquement un truc qui permet d'abolir la propriété, est-ce que ces droits-là peuvent s'exprimer? Est-ce qu'ils sont remis en cause potentiellement par le fait que la technique empêche finalement la police, les juges, de faire leur travail et de s'assurer qu'il n'y a pas d'abus? Et ben, cette question-là posée comme ça, moi je ne sais pas hein, si quelqu'un est capable d'y répondre de manière définitive, oui ou non, mais en tout cas moi je n'ai pas complètement la réponse. Il me semble qu'il y a énormément de droits fondamentaux qui peuvent être respectés ou dont on peut s'assurer qu'ils sont respectés sur Internet quand les autorités décident de le faire. Dans certains pays, il y a même quelques violations flagrantes des droits fondamentaux dont on peut s'assurer que ces droits fondamentaux sont violés quand les autorités décident de les violer. Voyez, donc il n'y a pas d'impossibilité d'appliquer le consensus social sur telle ou telle pratique sur Internet, du moins pas de notre point de vue. Après, il y a effectivement une évolution technologique qui fait que les moyens d'application des lois, ces moyens-là, ils évoluent. Mais ce n'est pas forcément une réflexion sur comment faire la loi autrement. C'est comment s'assurer que cette loi-là, elle a les moyens de s'appliquer sur Internet. Donc ça, c'est le premier point que je voulais aborder. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas parce qu'on a dit ça qu'il ne faut pas s'inspirer de la réussite d'Internet, de regarder ce qui a marché, pour dire est-ce que ça pourrait irriguer la manière dont on fait les lois, dont on fait les régulations, dont on codécide les choses. Et donc là, on va revenir sur le multi-acteur, le forum sur la gouvernance de l'Internet, le fait qu'il ne faut pas faire du top-down systématiquement, mais qu'il faut consulter l'ensemble des acteurs, qu'il faut regarder quels sont les intérêts des uns et des autres. Et oui, effectivement, il peut y avoir à la fois une inspiration d'un certain nombre de mécanismes qui ont fait le succès de l'Internet pour le législateur, pour les autorités de régulation et aussi pour les grands acteurs économiques. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont besoin de repenser totalement ce qui est le consensus social. Voilà, c'était ça le message que je veux porter aujourd'hui, c'est que moi je ne vois pas où Internet modifie le consensus social. Je pense que... je vous donne un exemple. On a entendu à beaucoup de reprises aujourd'hui la mention de la grande difficulté de trouver un consensus international sur les questions de régulation de l'Internet ou de gouvernance de l'Internet. À ma connaissance, il y a un point qui fait consensus, un seul, c'est la pédopornographie. Il n'y a pas un pays au monde, pas une entité, qui dit non mais chez moi ça ne pose pas de problème. C'est le seul. Le reste, vous avez des gens qui sont effectivement plus ouverts à la liberté d'expression, d'autres qui sont plus ouverts à la protection des données personnelles, d'autres qui trouvent que les marques, ça sert à rien, d'autres qui trouvent que les marques, ça sert à tout, etc., etc. Donc, il y a un seul point de consensus mondial là-dessus. En France, on a d'autres points de consensus globaux. En Europe, on a d'autres points de consensus globaux. On a par exemple la protection des données. Est-ce que le RGPD... c'est une modification du consensus social à cause d'Internet? Non. Ce consensus social que nous avons autour de la nécessité de la protection des données, il préexiste largement à Internet. Il date de Informatique et Liberté. Les principes n'ont pas énormément changé à ma connaissance. C'est les modalités d'application de ces principes qui changent. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus sur les aspects de régulation. Et puis, le dernier point que je voudrais évoquer, c'est que j'ai entendu tout à l'heure la nouvelle présidente du CNUM nous expliquer qu'il y avait des choses intéressantes à faire et qu'on allait travailler et ça allait bien. Mais malgré tout, moi, je suis quand même un tout petit peu, on y reviendra peut-être plus tard, un tout petit peu prudent sur une vision qui est une vision relativement anxiogène de l'Internet. C'est-à-dire que certes, nous n'avons pas à tomber à nous vautrer dans la techno-béatitude et à imaginer que l'intelligence artificielle va régler tous les problèmes du monde,
Mais ne parler de l'Internet qu'à travers, ou majoritairement à travers des dysfonctionnements qui sont malgré tout, alors ils sont massifs, mais ils sont marginaux. Hein, donc il faut en parler, il faut les traiter, mais attention non plus aussi à ne pas toujours focaliser le discours sur Internet autour des dangers, du sexisme, du racisme, des arnaques, etc. Elles existent, bien entendu, il faut les traiter, mais on peut aussi parler des grandes réussites, on peut aussi parler des transferts de richesses, on peut aussi parler de l'émergence des pays africains, notamment sur Internet, parce que ce n'est pas que de la fracture numérique, mais il y a aussi des initiatives super intéressantes. On peut parler de l'entrepreneuriat social, etc., et pas toujours parler de choses qui font peur et qui incitent tout le monde à éteindre son ordinateur. Voilà, merci. Merci Pierre Bonis. Effectivement, c'est une vision positive de l'Internet. Alors, avant de donner la parole à la salle qui, je l'espère, prépare et aiguise ces questions, je voulais redonner un instant la parole à Paola Forteza. Est-ce que vous pensez, comment vous réagissez aux propos de Pierre Bonis? Comment vous voyez la régulation, notamment la place que peuvent occuper les citoyens dans cette régulation? Alors moi, je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas avoir une vision négative du numérique, d'Internet. Pour ma part, j'ai toujours insisté, par exemple, sur les questions liées à la démocratie numérique, c'est-à-dire que le numérique peut devenir un outil justement pour une meilleure participation citoyenne, pour justement pouvoir démocratiser certains sujets à travers la consultation, à travers des pétitions, à travers le budget participatif. Bon, on voit tout un foisonnement de civic tech, par exemple, qui vont dans le bon sens et qui donnent espoir. Mais sur cette question du consensus, moi je crois quand même que le numérique change un peu les termes du débat, parce que ça peut creuser en fait les inégalités d'une façon beaucoup plus large que ce qu'on avait auparavant, et que donc les termes du consensus seront différents, qu'il faudra vraiment faire très attention, même aller jusqu'au texte fondateur, jusqu'à nos lois fondatrices comme la Constitution, parce que l'équilibre des droits et devoirs est, à mon avis, bouleversé par le numérique. Donc je comprends que le consensus social n'évolue pas énormément, mais s'il y a un changement disons, d'amplitude, et qu'il faut faire attention jusqu'au point où comment est-ce qu'on organise nos institutions, comment est-ce qu'on pose les droits et devoirs de notre société. Merci Paola. Alors, effectivement, un changement d'amplitude, un changement d'échelle. Je redonne un instant la parole à Sébastien Soriano. Est-ce que vous pensez, on parlait de neutralité tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'il faille étendre cette neutralité, qu'il faille moduler cette neutralité? La moduler, non, mais effectivement, l'étendre, c'est une question qu'on a posée. À l'ARCEP, on a publié un rapport qui était une étude inédite sur la prise de pouvoir des objets connectés, des smartphones, et potentiellement demain des assistants vocaux sur notre expérience d'utilisateur. Et le fait que l'Internet, the old good Internet, décentralisé, garanti par la neutralité du net, avec l'intelligence aux extrémités, il était quand même assez massivement en train de disparaître avec la montée en puissance de l'intelligence des objets. C'est-à-dire que, quelque part, l'intelligence des extrémités a été captée par les objets qui nous connectent justement aux extrémités. Et c'est quelque chose d'assez impressionnant de voir comment est-ce qu'on accepte sur nos smartphones une perte de contrôle très très forte par rapport à un PC. Je veux dire, quand on compare l'expérience qu'on avait du surf sur un navigateur ou de l'utilisation d'autres protocoles sur un PC, et aujourd'hui toutes les contraintes qui s'imposent sur un smartphone, alors c'est plus vrai avec c'est encore plus vrai avec certaines marques, mais il y a quand même un contrôle qui est fantastiquement plus fort. Et ce que nous redoutons, c'est une sorte de pacte faustien.
C'est-à-dire que de plus en plus, nous acceptions, grâce au confort extraordinaire que nous amènent ces équipements, que nous acceptions d'être de plus en plus des pantins guidés, poussés vers certains contenus, avec une perte dans la liberté d'usage, et potentiellement, ça veut dire derrière dans le foisonnement des idées, dans le foisonnement des innovations, avec des nouveaux gatekeepers qui se mettent à cet endroit-là. Et donc oui, nous pensons qu'il faut réfléchir, il faut envisager d'étendre des principes de régulation à ces acteurs des terminaux. Donc, quand je dis ça, il y a bien deux choses en arrière-plan. Nous proposons une extension qu'aux terminaux, c'est-à-dire que nous pensons que c'est quelque chose d'assez pérenne. Il faudra toujours un équipement terminal pour se connecter à un Internet. On peut aller sur Internet sans Google Search, on ne peut pas aller sur Internet sans terminal. Et donc, le fait de regarder la neutralité du net uniquement dans les tuyaux, ça nous paraît incomplet. Et donc, il faut penser une neutralité du net aussi dans l'équipement qui se connecte. Et deuxièmement, je ne vais pas rentrer dans les détails de nos propositions, je vous renvoie à notre rapport. Mais donc, ce qu'on pousse, ce sont des idées de régulation, comme l'a dit Paula Forteza, qui donnent du pouvoir aux utilisateurs, régulation par la donnée, etc. etc. Voilà. Merci Sébastien Soriano. Alors effectivement, quelque part, c'est vouloir redonner la confiance aux utilisateurs, aux usagers. On parlait tout à l'heure d'humanisme numérique. Alain Assouline, en 2 mots, est-ce que vous pensez qu'il faut faire quelque chose, adapter la technologie à l'usager? Est-ce que vous pensez qu'il y a un rôle à jouer de l'éducation? En fait, je pense que quand même, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, quand même, il y a des Internet, le numérique, est en train d'attaquer le contrat social. C'est pas une question, c'est-à-dire, c'est pas juste une question de, c'est-à-dire, c'est pas qu'il y a des valeurs qui existent et qui préexistent, mais il y a maintenant dans les usages, et on le voit, c'est vrai qu'on accepte d'abandonner une partie de notre souveraineté à travers notre mobile. Ce qui vient d'être dit, pour moi, est très très important. Et donc, la question, c'est à la fois, je pense qu'il y a une bataille culturelle à mener sur ce terrain-là. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une question de régulation et même de gouvernance, mais dans le sens de dire on a besoin de vraiment populariser les enjeux, mener une bataille, quand je dis une bataille culturelle, c'est-à-dire que ça passe par l'éducation, ça passe par la formation, ça passe par le fait que peut-être la meilleure façon de réguler, c'est que les utilisateurs soient formés à savoir comment utiliser. Et je pense que on pourrait peut-être parler d'une sorte de design de la régulation, c'est-à-dire que à travers les usages, il y a quelque chose qui va s'imposer aux fabricants, à ceux qui conçoivent, parce que les usages imposent, et les usages, ça passe par la formation de tout le monde. C'est-à-dire que le grand danger que nous avons, il a été soulevé, c'est que, c'est d'ailleurs la question en général que nous abordons, nous, beaucoup sur l'évolution des métiers, sur le fait que le numérique est en train d'impacter tous les métiers, et qu'on va faire 10 métiers dans sa vie, et que dorénavant, il faut que les gens soient agiles, créatifs, intelligents pour pouvoir changer de métier, etc. On a cette même approche, se dire, finalement, pour savoir utiliser intelligemment et correctement et en préservant sa liberté, etc., tous ces outils qui s'offrent à nous, quelqu'un qui a le bagage culturel pour pouvoir faire ses choix en toute connaissance de cause, va peut-être s'en sortir, mais et c'est ça qui se passe en réalité, et c'est ce qui donne ce poids incroyable au GAFA, c'est que finalement, la plupart des personnes se disent que dans un usage immédiat et très pratique, c'est vachement bien, c'est vachement plus efficace, ça rend des services. Et donc, comment on mène, on forme tout le monde, comment on accompagne tout le monde à comprendre ce qui se passe avec ces outils-là? Je pense que c'est un enjeu très important. Merci Alain Assouline. Un mot, Pierre Bonis, on parle
de culture, on parle d'éducation. Est-ce que vous voulez réagir en amont avant de donner la parole à la salle? Je suis totalement d'accord avec ce que Madame la députée a dit sur le fait que l'Internet, parce qu'il massifie un certain nombre d'usages et qui permet aux gens de se rendre compte que ces usages sont en train de monter, etc., impacte et peut modifier le consensus social. Tout à fait. Pour moi, c'est vraiment un sujet vraiment, encore une fois, de massification. C'est-à-dire qu'on se rend compte que des usages dont on ne sait pas s'ils sont partagés, en fait, le sont par beaucoup de gens, alors qu'ils ne sont pas perçus comme étant des usages consensuels. Et à ce moment-là, oui, ça impacte, et effectivement, il y a un dialogue à avoir. Je voulais juste dire aussi à Sébastien que, franchement, ce qu'il a dit sur les terminaux, c'est évidemment totalement essentiel, parce que aujourd'hui, la régulation de la neutralité, enfin, pas la régulation, enfin, le fait de promouvoir la neutralité, c'est par certains côtés effectivement une approche assez classique de régulation économique pour éviter aussi qu'il y ait un certain nombre d'acteurs qui profitent de positions dominantes, qui disent il faut passer par mon tuyau, donc il faut payer, etc., etc. Et quand on arrive au niveau du terminal, en fait, l'essentiel, c'est qu'on garantit encore à l'utilisateur final d'avoir un choix. D'une manière ou d'une autre, comme l'utilisateur final est obligé de passer par un terminal, s'occuper de la neutralité des terminaux en quelque sorte, c'est garantir la liberté de choix de l'utilisateur. Et ça, c'est exactement pour ça que le but de la neutralité, c'est ça à la fin, hein, c'est de garantir la neutralité, la possibilité de choix de l'utilisateur côté utilisateur, et de garantir la possibilité d'innovation côté offreur de solutions. Et donc je pense que ça, c'est vraiment un pas en avant tout à fait considérable, et qui méritera d'ailleurs d'être discuté pour savoir jusqu'où ça va, la régulation des terminaux. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire, et j'ai parlé ni de culture ni d'éducation, donc je vous prie de m'excuser. Merci Pierre Bonis. Alors je vais tout de suite donner la parole à la salle, et je vois déjà qu'il y a une réaction au fond de Sébastien Macholet. Qui peut lever la main? Ok. Bonjour, Sébastien Bachelet, président d'honneur d'Internet Society et différents autres rôles, mais je voulais vous poser rapidement quelques questions. Est-ce que c'est l'un... Eh oui. Exactement, c'est le problème du micro. Bon, je vais le manger. Ok. C'est mieux là? Ok. Merci. Donc, je voulais essayer de poser quelques questions. Est-ce que c'est l'Internet qui est dangereux ou les usages que certains en font? Vous avez parlé de gouvernance. Merci Pierre d'être revenu sur ce terme-là. Je pense que c'est assez normal, comme tu es le seul représentant d'une organisation multi-acteurs autour de la table, que tu te préoccupes de ces questions-là et de la participation des uns et des autres. Vous avez parlé de régulation, vous n'avez pas parlé d'autorégulation, vous avez parlé de législation. Est-ce que dans tout ça, quel rôle les utilisateurs peuvent jouer, et pas seulement je leur ai permis de remplir un questionnaire sur Internet. Parce que là, tous, vous nous avez dit « Ah oui, nous ouvrons un forum. Ah oui, nous vous demandons votre avis. Ah oui. » Mais c'est pas ça que nos utilisateurs en ont besoin, et c'est pas ça qu'on peut faire. Je veux dire, on peut tous se mettre sur Internet, et puis le fait d'être ici dans une salle est aussi un élément de formation de notre avenir. Et je dirais, j'aimerais finir en disant jamais sans les utilisateurs, et je trouve que c'est un peu ça qui manque dans l'expression qu'on a eue ce matin. Mais je vous remercie aux uns et aux autres d'être intervenus. Non, Paula, il n'y a pas d'utilisateurs autour de la table représentant cette voix-là. Maintenant que vous pouvez. Je ne t'entends pas, mais merci de votre intervention. Merci Sébastien. Alors je vais prendre deux autres questions dans la salle. Je vois à ma gauche, avant de redonner la parole à nos intervenants. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Bon, comme dirait Sébastien, il faudrait être divers, donc je pourrais presque parler en anglais juste pour changer les choses par rapport
aux forums internationaux où nous sommes. J'ai 3 questions, mais je vais en rester sur 2 pour l'instant. Ma deuxième rejoint celle de Sébastien. La première, c'est que je suis assez intrigué en fait par les approches proposées pour traiter de tous ces dangers que représente l'Internet, notamment au niveau constitutionnel. Pourquoi, et si j'ai bien compris, pourquoi amender la Constitution à l'ère du numérique? Est-ce que l'Internet, c'est un continent nouveau ou une planète nouvelle qui réécrit fondamentalement nos valeurs sociétales? Est-ce que nos principes fondamentaux des droits de l'homme ont changé tellement à l'ère du numérique qu'il faut complètement les réinventer? Alors, si c'est le cas, pourquoi est-ce que nous n'avons pas changé la Constitution quand les trains sont arrivés, quand l'automobile est arrivée, quand la vapeur a été créée? Ce sont les lois, les législations qui doivent être pérennes et la réglementation. Non, je pense qu'il faut faire attention. Si on regarde le 19e siècle, ce n'est pas le train qui a changé, ce n'est pas l'industrie. Il ne faut pas réécrire l'histoire. Et je vous rappellerai quand même que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a déjà statué il y a bien 3 ou 4 ans déjà pour dire que justement les droits de l'homme devraient être les mêmes, que ce soit au niveau virtuel ou au niveau réel. C'est très important. Je pense qu'il faut faire très attention quand on touche à une constitution. Deuxième point qui rejoint un petit peu le point de Sébastien, je dis j'en ai un troisième, ce sera peut-être pour une autre session. Donc on parle du citoyen. Donc comment faire en sorte qu'il soit vraiment entendu? Et je pense que Sébastien a déjà exprimé ça. Quand j'entendais parler du FGI, des États généraux, donc le FGI en général, qu'il soit national ou mondial, justement c'est vraiment une chance d'avoir des gens autour de la salle qui peuvent poser des questions, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres après moi, qui peuvent faire des commentaires, des suggestions, etc. Et c'est vrai que j'ai cru entendre Madame Tocco, quand elle parlait de ces exercices, dire qu'elle a un forum en ligne, dire on va parler avec les parties prenantes et puis se corriger rapidement pour dire les experts. Alors peut-être que j'ai mal entendu. Les experts, j'aimerais savoir qui c'est. Donc voilà. Donc pourquoi réouvrir la Constitution plutôt que d'essayer de mettre en place des législations qui sont pérennes plutôt que réécrites tous les 3 ans? Parce que c'est la réglementation qui doit s'adapter aux nouvelles technologies plutôt que la législation. La législation doit le faire dans le temps, dans la durée. La Constitution a une durée peut-être plus longue. Donc j'aimerais vraiment entendre vos vues, et notamment comment faire en sorte que le citoyen ait une vraie voix là-dedans, plutôt que certains experts désignés. Merci. Merci. Une dernière question, et on va prendre la dernière rangée qui ne s'est pas pour l'instant exprimée. Je vois là-bas notre collègue Xavier Laurent Salvador. Merci infiniment. Effectivement, je voulais simplement reprendre l'expression qui a été employée à propos des problèmes éducatifs et notamment l'éducation des usagers à Internet. Simplement, j'aurais voulu savoir, si on ne prend pas le problème à l'envers, il y a de grands consortiums qui sont des associations naturelles qui existent et qui pèsent lourdement sur l'industrie du navigateur, par exemple, tel que le W3C, qui a considérablement, tel que la TUI par exemple, qui a considérablement œuvré pour peser sur l'industrie du navigateur, sur la structuration des corpus, notamment à travers l'usage de l'anglais, qui a fait totalement disparaître le français, y compris de nos usages éditoriaux. Or, ça n'est pas une pratique de l'usager qui pourra changer ça, mais c'est une présence française dans les consortiums et dans ces institutions-là. Et nous en sommes absents. Pour y avoir souvent eu l'occasion d'y rencontrer des collègues, typiquement l'anglicisation des labellisations, notamment d'étiquetage de corpus, etc., est actée par ces associations dans lesquelles nous ne sommes pas présents. Or, éduquer les usagers à la pratique anglophone, par exemple, de l'Internet, c'est typiquement prendre le problème à l'envers et c'est risquer finalement d'être contre-productif à la fin. Voilà. Merci. Alors, vu qu'il faut que nous nous dirigions vers les ateliers, eh bien, je propose de donner, pour le mot de la fin, la parole à Paola Forteza pour qu'elle réagisse et peut-être qu'elle conclue sur cette question et à de nombreuses questions qui ont été posées le cas échéant. Merci. Pour commencer, je crois que Sawa disait justement d'aller chercher les utilisateurs et non seulement les experts, si j'ai bien entendu ce qu'elle voulait dire, mais bon, je ne parle pas à sa place. Du coup, sur la Constitution, justement, ce qu'on est en train de dire, c'est que pour préserver les droits et les libertés fondamentales à l'ère d'Internet, il faut qu'on fasse évoluer la Constitution. Parce que si on n'a pas un droit d'accès à Internet au niveau de la Constitution, alors qu'on passe par exemple au 100% de dématérialisation des services publics, on aura un problème d'accès aux services publics. Si
on a tout un tas de droits qui commencent à être conditionnés justement par l'accès Internet, par cette formation au numérique, la liberté d'expression, l'accès au savoir, tout un tas de droits qui découlent de cette vision des droits de l'homme qui, bien sûr, nous ne voulons pas faire évoluer, mais que nous voulons faire respecter dans les faits. Si nous n'apportons pas ces amendements, cette mise à jour de la Constitution, nous aurons dans les faits une citoyenneté à deux vitesses. Si nous n'inscrivons pas la neutralité du net, par exemple, dans la Constitution, nous avons le risque de revenir en arrière, comme l'ont fait les États-Unis. C'est aussi l'idée de pouvoir, certaines valeurs, certains principes assez consensuels sur lesquels nous sommes tous à peu près d'accord, pouvoir les inscrire dans la durée pour que nous ne puissions pas revenir en arrière rapidement à partir des aléas politiques au niveau de la loi. Donc c'est à peu près ça qui nous a mené à réfléchir à cette charte du numérique. Sur la question des usagers, je crois que voilà, on a tous quand même pas mal parlé de comment on redonne le pouvoir aux usagers pour que ce soit eux qui soient acteurs, disons, de cette régulation. Comment est-ce qu'on leur donne les ressources, comment est-ce qu'on leur donne les données, les droits, les voies de recours. Donc, je ne suis pas très d'accord avec cette dernière réaction. Je crois qu'on est tous autour de la table assez à l'écoute des utilisateurs. Toute mon action aussi, personnellement, parlementaire, vise à utiliser des outils numériques pour recueillir la parole citoyenne, pour pouvoir justement favoriser la participation citoyenne. Donc je vous invite à voir un peu mes activités sur mon site, mais vous verrez que vraiment, personnellement, je suis vraiment très à l'écoute des citoyens et des utilisateurs. Et je crois qu'au niveau théorique, ce qu'on a tous défendu sur cette table, c'est justement que c'est aux utilisateurs d'avoir la liberté de choix et de pouvoir eux-mêmes décider des usages qu'ils peuvent faire en ligne. Merci Paola. La volonté de sanctuariser des droits, quelque part, de les rendre à l'épreuve du temps et de les faire remonter des utilisateurs. Voilà effectivement un beau projet. Je sens que Pierre Bonis veut réagir aux propos de notre ami Xavier Laurent Salvador. Je vais lui redonner la parole une petite vingtaine de secondes pour qu'il puisse 20 secondes. Merci Madame la députée de ne pas avoir rebondi sur l'intervention de Monsieur Salvador, ça me permet de le faire. Sous une forme très rapide, c'est que ce que vous avez évoqué sur l'importance des langues notamment, mais aussi de la normalisation et de la standardisation, et le lien que vous avez effectué entre ça et l'inclusion numérique, c'est un sujet absolument passionnant. C'est d'ailleurs pour ça que je suis très très heureux que vous participiez à l'atelier que j'organise et auquel j'invite chacun à se rendre après le pot. Merci. Je vais donner la parole. Je donne la parole à Didier qui va nous éclairer justement sur le programme qui suit. Merci beaucoup et merci à Alain Assouline, Pierre Bonis, Paula Forteza, Sébastien Soriano et Salvatore. Vous pouvez les applaudir encore une fois. Et je vous demande encore quelques minutes d'attention. Nicolas Chani vous l'a dit en ouverture de cette journée. Il y a 12 ateliers qui vont rythmer ce forum. Ils sont divisés en 4 parcours. Reprendre la main, c'est à la salle Watson. Le parcours cyberpolitique et politique cyber à la salle Crick. Humanité numérique à la salle Wilkins. Responsabilité éthique et sociétale à la salle Franklin. Les salles se trouvent juste à la sortie de l'amphi, donc c'est super facile à trouver. Et puis comme il fait très chaud, je vous propose d'aller faire une pause café au rez-de-chaussée et on se donne rendez-vous à 11h15 précise pour le début des ateliers. À tout à l'heure et bon café.